Décembre 1944, les Alliés ont repoussé les Allemands au-delà de la ligne Siegfried. Ils ont pris Aix-la-Chapelle et rompu les défenses à l'ouest de Cologne. À son QG, Hitler sait que l'avenir immédiat du Reich sera définitivement compromis si ses adversaires pénètrent dans la Ruhr, cœur de l'industrie de guerre. C'est alors qu'il décide de lancer une offensive de la dernière chance. 3 armées représentant 15 divisions sont secrètement rassemblées dans le massif de l'Eiffel. Elles sont chargées de l'opération Garde au Rhin, le fer de lance de la 6e SS Panzer, armée commandée par Sepp Dietrich. Les troupes sont équipées de chars Tigre Royal et de panthères de chasse les plus récents. Hitler veut recommencer en plus grand la percée des Ardennes de 1940. Les Alliés n'ont pas prévu ces attaques et sont totalement surpris par l'offensive qui démarre le 16 décembre 1944 à 5h30. Mais la guerre est aussi présente autour du château du Petit Spey et voici son histoire. C'est lors d'une conversation en famille que nous découvrons avec étonnement la terrible histoire de Georges, notre beau-père, 85 ans aujourd'hui. Il nous raconte l'occupation des Allemands au Petit Spey. Il n'a alors que 7 ans à l'époque. Il a accepté de répondre à nos questions et nous fait revivre les 12 jours passés dans la cave du château. Il nous livre avec pudeur ses souvenirs encore très présents dans son esprit. Des images terrifiantes du passé. Georges, raconte-nous, pourquoi et comment es-tu arrivé au château du Petit Spey ? C'était la guerre. Ma maman nous a placés, moi et mon frère. Nous sommes partis de Guillemin jusqu'à Trois-Ponts. De Trois-Ponts, nous avons monté jusqu'au Petit Spey. Avant le 18 décembre 1944, tu étais au château du Petit Spey. Comment se déroulaient les journées au milieu des scouts ? Ça déroulait très bien. Le matin, on se levait. On devait faire son lit, se laver, on descendait, nous allions manger, et après avoir eu mangé, on allait un petit peu se divertir, et puis on allait en classe, on allait à l'école. Ah, vous aviez l'école. Et quelles étaient vos activités là-bas, au château et dans le domaine ? Oui, on allait se promener dans les bois. On faisait un petit peu du sport. Puis alors des heures rentrer pour manger. Toute la journée, ça passait comme ça. Voilà. Samedi 16 décembre 1944, très tôt le matin, les Allemands franchissent la frontière belge. L'Allemagne tente une dernière offensive vers l'ouest afin de couper le ravitaillement des Alliés au port d'Anvers. Leur plan est la prise de tous les ponts pour pouvoir atteindre Liège et remonter vers Anvers. Ils lancent alors une attaque surprise envahissant les Ardennes belges. Commence alors l'offensive des Ardennes. Je dirais, c'est comme d'habitude, le matin, on s'est levé, on devait faire son lit, se laver, aller manger, et puis et puis aller en classe. Et puis en classe, c'est là, le matin, il y a eu les coups de canon. Et le plafond est tombé, une partie du plafonnage est tombée sur mon banc. Et qu'est-ce qui a changé à partir de ce moment-là dans votre vie ? On a eu peur. Et directement, la dame nous a pris et nous a fait monter, on est monté, aller rechercher nos vêtements, tous nos vêtements, ce qu'on avait besoin, et nos souliers, monter les escaliers avec la responsable. Avec à quel âge, je veux dire. Les Allemands descendaient déjà, ils avaient été voir dans les chambres. Et moi, je disais, hello, hello, hello. Tais-toi, tais-toi. Oui, je ne savais pas que c'était les Allemands, moi. Voilà. Le jour avant, on voyait passer les Américains. Et on est venu devant le château, tout le monde, des petits drapeaux, on faisait des signes comme ça. On aimait bien, et eux nous faisaient faire ça aussi. Alors, on était là avec des drapeaux, on voyait
les Américains, enfin, c'était les Américains, les chars, les camions, les chars. Et pour moi, quand ils ont fait la retraite, quand ils ont reculé pour les Allemands, je pense. Et alors on faisait des signes, voilà. Et puis alors ça a été le lendemain matin, boum, 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 et les Allemands étaient là. Dimanche 17 décembre, les Américains rejoignent leur position de défense aux alentours de Trois-Ponts. Ils ont pour mission de rendre tous les ponts inaccessibles suite à l'annonce, par les services de renseignement américains, d'une attaque massive des troupes allemandes dans la région. Ils nous ont dit de prendre la petite cave, parce qu'ils étaient là, c'était pas eux, il y en avait plusieurs, de prendre la petite cave, et eux prenaient la grande cave. Voilà. Et alors, disons que, on a le temps de mettre les couvertures, ils ont la cheftaine, qui est là, je veux dire, c'est ça, à arranger tout, mettre de l'éclairage, de la bougie, tout ça. Et puis alors, voilà, on l'a entendu là, puis alors, les coups de canon, les murs qui s'en allaient comme ça, les bougies, c'était tombé, voilà, c'était toutes sortes de choses comme ça. Et puis alors, les blessés ont commencé à venir. L'entrée pour descendre, maintenant, quand tu iras avec moi, tu vas voir l'entrée, les escaliers, maintenant, encore plus maintenant. Hein. Mais déjà à ce moment-là, tu ne savais même plus remonter par les escaliers. Tout était cassé déjà. Hein. Tout était démoli déjà. Hein. Et comment est-ce que ça se passait là-bas dans la cave, donc tu étais dans la petite cave, et la cave à côté, qu'est-ce qui se passait là-bas? C'était les Allemands. Voilà. Tous les blessés, et il y en avait beaucoup qui rentraient, et voilà, et puis ils criaient, ils avaient mal, hein, voilà. Et alors, après X temps, je ne sais pas, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais plus te dire, moi ça, mais après ça, ils nous ont demandé à la cheftaine qu'il fallait qu'on parte. Parce qu'il fallait la place pour les Allemands. Mais entre-temps, on dormait déjà avec les Allemands qui étaient blessés. Il y avait du sang sur les matelas, tu vois, je me souviens. Sur les matelas, il y avait des taches de sang. Ils étaient blessés et ils dormaient. Ils prenaient des compartiments. Nous autres, on était encore plus serrés, on ne savait plus. En plus, on avait récupéré encore des vieilles personnes. Des gens qui, bon, ils avaient froid, ils ne savaient plus où aller. On les avait recueillis comme ça. Et voilà. Lundi 18 décembre. Les Allemands arrivent à Trois-Ponts, mais sont contraints de changer d'itinéraire, car un des ponts a sauté. Le seul pont accessible pour continuer leur avancée est le pont du Petit Spey. La guerre est présente autour du château, mais les enfants n'en sont pas encore conscients. Pourtant, bon nombre de civils sont assassinés sur le passage des soldats SS. Mardi 19 décembre. Dans l'après-midi, les moniteurs et les enfants sont surpris par l'arrivée des SS au Petit Spey. Ces derniers doivent rejoindre la Glaise, mais ils sont bloqués car tous les ponts ont été dynamités par les Américains. C'est là que les enfants sont contraints de descendre dans les caves suite à un bombardement. Les Américains pensaient que le château avait été évacué. Les moniteurs ont alors pu sauver quelques petites provisions, leur permettant de tenir 2 jours. Ils organisaient ainsi leur campement, profitant de la nuit plus calme pour aller chercher matelas et couvertures. Le père prégardien, lui, sera emmené par les Allemands et ne reviendra jamais. Il sera assassiné et jeté dans l'Amblève. On le retrouvera 3 mois plus tard à Caux. La guerre fait rage dans la région de Trois-Ponts et de terribles combats ont lieu entre Allemands et Américains. C'est ainsi que le Petit Spey se retrouve au centre des hostilités. Le château est alors utilisé comme poste de commandement, puis d'hôpital de campagne pour les blessés allemands. Tous les habitants des environs seront tués. Après 2 jours d'occupation par les SS, c'est l'armée régulière allemande réputée moins agressive qui vient prendre la relève. Les provisions sont épuisées. L'officier qui découvre les enfants avait subi un bombardement à Hambourg et y avait perdu sa femme et ses enfants. Par humanité, il leur donne 100 de pain, ce qui leur permit de tenir le coup. Le repas se composait alors d'un crouton de pain sec et d'un bol d'eau. Durant les combats, les enfants restent terrés dans les caves, froides et humides, au milieu de blessés gémissants. Les journées sont longues, rythmées par les tirs, les bombardements et les arrivées incessantes des blessés allemands. Il faut s'occuper, mais pas grand-chose à faire quand la guerre fait rage au dehors. Sans électricité, sans chauffage, sans nourriture et sans eau. Alors ils se lèvent tard, mangent très peu, prient,
chantent, racontent des histoires, récitent le chapelet et vont se coucher très tôt. Le peu d'eau dont ils disposent vient du courage des monitrices qui, au péril de leur vie, allèrent au ruisseau pour quelques jerrycans. Le froid est aussi très présent. Il faut se serrer les uns contre les autres pour se tenir chaud dans les couvertures. Sans compter sur le jour où les soldats sont descendus ivres dans les caves, mettant les enfants en joue, les accusant d'avoir communiqué avec les Américains. Leur calvaire durera 12 jours. Et vous mangiez quoi? Comment? Là, au début, on avait peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On était contents. Une sorte à la Noël qui nous a donné 40 pains, parce qu'on n'avait pratiquement rien à manger. Et il y avait une maman qui était venue voir son fils. Elle a resté là avec son fils. Et il y en a un jeune qui était là, mais de 10 à 18 ans. Lui, il s'est sauvé. Mais on ne sait pas s'il l'a attrapé ou pas, mais il s'est sauvé. Voilà. Quand vous étiez là-bas, donc pendant ces fameux 12 jours, vos journées, vous les occupiez à quoi? À rien, on attendait. On était là. On priait, on faisait prier et tout ça, voilà. On priait, on attendait. On ne savait rien faire, on n'aurait pas su jouer. Il n'y avait pas de la place. On n'aurait pas su. Alors, on attendait, voilà. Maintenant, tu nous as pas raconté cette fameuse histoire de bouche d'aération, de chauffage. Comment est-ce que ça se passait avec les Allemands? Disons que, avec le chauffage, ils ont fait un trou dans la porte. Le gaz venait et on étouffait. Alors la cheftaine nous a donné des draps pour mettre devant notre bouche. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était du chauffage pour eux. Mais je ne sais pas ce qui se passait là non plus, moi, de l'autre côté. Hein. Voilà. Et alors, par la bouche d'aération, comme je t'ai dit, un Américain, je pense que c'est un Américain, parce que la cheftaine lui a fait signe, elle a fait ça, et elle lui a fait signe que les Allemands étaient à l'autre côté. Et il est reparti. Mais est-ce que c'est un Allemand qui essayait de rentrer par là ou un Américain? Ça, je ne sais pas, moi. Hein. Voilà. Et puis on a dû attendre. Et puis alors, ils nous ont demandé de partir après X temps. La cheftaine ne voulait pas. Alors, il dit, mais vous devez partir. Elle ne savait pas où aller avec nous autres. On ne savait pas où aller. Alors finalement, il nous a fait mettre sur des rangées. Je n'aime pas de le dire parce qu'on va penser que c'est pas vrai. Mais sur 3 rangées, il l'aurait sûrement pas fait, je ne crois pas. Mais il est allé chercher un fusil, un mitrailleur. Là. Mais on va dire que c'est pas vrai et je te jure que c'est comme ça. Alors, est-ce que vous partez? Nous autres, il nous faut la place, il nous faut la place, il nous faut la place. Oui, elle a dit oui. Alors on est parti en 2 fois avec les Allemands. Je te montrerai des choses là, en fait. Avec les Allemands, moi, le premier, je suis parti, mais quand ils disent qu'il y avait 40 enfants, moi, je ne pense pas qu'il y avait 40 enfants. Hein. Je ne pense pas, parce qu'on était dans le camp, dans le fameux Lamstrack, avec le camp avec des chaînes derrière. Là. On était là-dedans. Ils ont pris les coffres, des petits coffres du curé, hein, que le curé, on a coupé sa tête. Est-ce que pareil, qu'on disait qu'on l'a acheté dans leur blé? Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Voilà. Et puis alors en chemin, on est parti, et voilà. Moi, je suis parti, et en chemin, sur tous les coffres, il les a poussés. La cheftaine qui pleurait, elle criait dessus. Hein. Il poussait les coffres. Et alors, ça a été... le lendemain, mon frère est parti. Moi, je suis parti au clair de lune, et lui, il est parti que ce n'était pas le clair de lune. Il a dû faire beaucoup de kilomètres en plus pour venir me retrouver. Après, moi, je suis parti avec les Allemands. Je veux dire, quand ça a été, qu'on nous allait de partir, on marchait entre tous les Allemands. C'était plein d'Allemands. Ils nous ont conduits jusqu'au camion. Et c'est là que j'ai vu qu'il y en avait un qui était écrasé avec un char qui avait roulé sur un homme qui était mort. Voilà. Notre petite cuisinière est venue déposer sa valise. Elle la dépose sur un mort gelé. Elle ne s'était pas rendue compte. Évidemment, elle était tout à fait saisie de l'affaire. Et alors, nous avons été là en haut. Et voilà que tout à coup,
Notre camion ne veut pas partir. Il s'est enlisé dans la neige et on faisait un pétard fou. Le moteur allait d'une façon terrible. Et alors les Américains ont entendu du bruit d'un moteur et ils ont commencé à tirer. Et alors les enfants ont été pris d'une panique épouvantable et comme des lapins qui ont un trou, ils se sont précipités en hurlant, comme à bouche que veux-tu, jusqu'au haut, à travers bois sautant au-dessus des arbres, etc. Il fallait qu'ils rentrent dans leur trou et ils sont tous tombés dans leur eau et ne voulant plus en sortir. Alors on a dû attendre qu'on dégage le camion. Et l'officier, il était vraiment bon. Il avait eu ses enfants qui avaient été tués dans les bombardements de Hambourg. Il avait les yeux pleins de larmes, il disait, les pauvres enfants, ils sont perdus. Et puis nous avons fait un second chargement et on est parti. Seulement les Allemands ne savaient plus très bien que faire avec 40 enfants et ils étaient un peu dépassés par l'affaire. Ce qui fait que nous poussions nos bagages dans le camion et les Allemands les jetaient dehors et nous les repoussions dedans. Enfin, pour l'amour de Dieu, les Allemands, je vous en prie, laissez pas mettre les enfants dans le camion et qu'on s'en aille, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Alors quand tout était dans le camion, j'ai dit aux enfants, maintenant taisez-vous. Et j'ai pris la chèvre que nous avions, notre petit biquet, et je l'ai mis sur la tête et sur les épaules de tous les enfants. C'était un petit biquet, pas plus haut que ça, c'était un petit biquet. Parce que je ne voulais absolument pas que les Allemands s'en ravitaillent, je ne voulais absolument pas. Le biquet ne pouvait pas être mangé par les Allemands. Et alors nous avons été, mais les enfants, tout le temps, pendant tout le trajet, j'étouffe, je n'en peux plus, ils ont hurlé, pleuré, etc. Nous étions beaucoup trop serrés dans cette affaire-là, au point que les bouteilles d'huile de foie de morue que ma sœur avait mis dans les pantalons de son trading pour tâcher de les sauver, se sont cassées sur ses mollets. Et elle avait des larmes d'huile de foie de morue qui descendaient dans les souliers. Et nous sommes arrivés alors à Grand Halleux d'abord, mais là où on n'avait pas voulu nous recevoir parce que c'était pas prêt, on ne pouvait pas nous recevoir, nous étions trop nombreux. Ça a brûlé la nuit d'après. Et nous avons été reçus à Farnières, chez les pères de Farnières. On est allé dans une grande église. C'était une église, il y avait plein de gens, de personnes dedans qui étaient là, voilà. C'est tout ce que je sais. Et ça a été un jour ou deux après, les Américains, il y a eu les parachutistes et tout ça. Et voilà. Et alors de là, les Américains nous ont pris et on est allé jusqu'à Banneux. Et là, on nous a pris en main, on nous a donné à manger. Plusieurs ouvrages ont été écrits et plusieurs témoignages recueillis sur l'histoire du Petit Spey. Il nous paraissait important, voire utile, de compléter ces ouvrages et de faire partager le témoignage de Georges, car cela fait partie de son histoire, mais aussi de l'histoire. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un proche ait pu vivre un tel calvaire durant la guerre. Et pourtant, il nous en parle encore avec la naïveté d'un enfant de 7 ans, sans vraiment réaliser le danger qui le guettait. C'est cette pudeur qui nous a émus et qui nous a poussés à chercher plus loin, à retrouver l'histoire et à regrouper les souvenirs de Georges avec les témoignages de Marguerite Jacobs, responsable du groupe, et Aloïs, acolyte du père Prégardien, confirmant ainsi les écrits de l'époque. C'est tout cela qui nous a poussés aussi à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi une quarantaine d'enfants, regroupés dans un camp scout, ont été miraculeusement épargnés par les SS, alors qu'autour d'eux, tout a été balayé. Une bonne étoile devait probablement planer sur cette colonie et leurs dirigeants. Le Petit Spey est aujourd'hui en ruine et partira certainement avec son secret.